Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3B, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode qui démarre. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Marty. Elle va se présenter dans quelques instants. Ce que je voulais faire d'abord, c'est un petit disclaimer pour les formateurs qui m'écoutent. Parce que avant d'enregistrer cet épisode, on a un petit peu discuté avec Alexandra et elle m'a fait réaliser que c'est important qu'on précise les choses par rapport à ma ligne éditoriale. C'est vrai que je vous propose tous les jours de vendre vos propres formations, d'accord? Sans un financement, donc de faire en sorte que vos clients ils aient envie de payer pour vos formations. Malgré tout, je suis une formatrice. J'accompagne des formateurs, des dirigeants, des entrepreneurs et je veux vraiment que vous sachiez que je ne suis pas contre Calliope, je ne suis pas contre les financements, je suis pour l'intelligence business des entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de recevoir Alexandra qui va nous parler justement de financement, de comment on fait pour rendre nos formations finançables, comment on fait pour se faire financer nos formations. Autrement dit, on est vraiment aujourd'hui dans, l'écologie de l'entrepreneur et du formateur. Salut Alexandra, comment tu vas? Bonjour Céline, ça va, merci. Merci pour l'invitation. Je dirais, comme tu l'as dit, il y a toujours un petit peu de stress au départ, mais voilà, très rapidement, on va prendre notre vitesse de croisière. Et surtout, merci pour l'invitation, pour un sujet qui, tu le sais, me tient à cœur. Ouais. Mais écoute, avant de commencer, je te propose quand même de te présenter, d'expliquer qui tu es. Tu as un petit accent qui ressemble au mien parce qu'on est voisines, on habite dans la même ville. Ça, on n'habite pas très très loin en effet. Donc, me présenter, je suis Alexandra Marty. Depuis 2019, maintenant, j'accompagne les dirigeants de TPE et PME dans leur transformation RH. Donc, on va dire, si je devais résumer, ma mission, mon but, c'est de leur permettre de réduire toutes leurs problématiques RH. J'ai fait le choix de m'orienter vers les dirigeants de TPE, PME parce que j'ai eu la chance effectivement de travailler dans des organisations en proximité avec des entreprises plus structurées avec un certain nombre de salariés, mais de se rendre compte que les enjeux sont les mêmes, parfois même plus élevés en TPE, PME, et que, au contraire, ils s'autorisent moins à confronter leurs difficultés, à prendre du temps pour eux, à penser justement les organisations et les transformations. Donc, l'idée, c'est de pouvoir leur dire, écoutez, no way, vous avez la possibilité de vous appuyer sur un tiers que je peux être et je peux et je peux le faire en vous accompagnant. Et c'est ce qui m'a donc motivée à créer mon cabinet, donc le cabinet Strad, qui vraiment propose des solutions qui permettent de renforcer des changements positifs, de valoriser les ressources humaines et je dirais même les richesses humaines et d'aller développer un management performant parce que comme tu l'as dit en introduction, on a le côté intelligence business et ça sert à ça aussi. Une entreprise, ça sert à faire du business. C'est bien d'avoir des salariés, c'est bien de pouvoir se développer, mais on le sait, à un moment donné, il faut aussi que ça performe. Et je le fais donc par des actions de coaching,
des actions de conseil, de consulting et de formation. Donc, effectivement, au-delà de l'accent, on a quand même des similitudes assez vraisemblables. Et puis, pour peut-être compléter, donc j'ai un titre effectivement de coach certifié. Donc ça, je dirais, on sait qu'aujourd'hui, ça peut être important. Et un titre de responsable learning et développement des compétences, d'où mon engagement également sur le management RH. Super, merci pour cette présentation. Et alors, du coup, dans tes accompagnements, tu proposes aux dirigeants et à leurs collaborateurs de se former. Tout à fait. Ça paraît évident. Et moi, ce que j'aimerais te poser comme première question, c'est un formateur qui voudrait faire financer ses formations. Quelle est la première chose à laquelle il doit penser? Alors, un formateur qui voudrait faire financer ses formations, on pourrait se poser la première question, je dirais vulgairement, et c'est une question que tu poses aussi, c'est qui la cible du formateur? Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça va amener la réflexion de vers qui ou vers quoi se tourner pour aller justement chercher cette modalité de financement. Si je fais une formation à destination d'un public, on va dire d'un public, toi, moi, un public consommateur particulier, ça veut dire que je ne vais pas avoir recours au même fonds que si je vais aller rencontrer des organisations ou des institutionnels et des services publics. Quand je dis services publics, je pense notamment effectivement, par exemple, à France Travail, qui est aussi quand même acheteur de formation régulièrement. Donc, ça veut dire que la façon dont on va y aller et la façon dont on va s'organiser n'est pas la même. Si on se tourne, on va essayer de le faire un petit peu, on va dire, dans l'ordre. Imaginons demain, je suis formatrice indépendante, donc je ne suis pas dans un organisme de formation quelconque, je suis vraiment indépendante et je me dis, j'ai envie d'offrir une formation qui va parler à des particuliers, qui va parler à un public, on va dire, de consommateurs, qui, dans un terme que tu connais bien, on va appeler ça plutôt une approche business to consumer, c'est ça, hein? Et ça veut dire que je vais pouvoir me dire, soit on se dit ce que tu proposes et ce que tu fais, c'est-à-dire que ma formation, la personne, elle la veut, elle l'achète, peu importe si derrière, il y a un financement perso ou alors on se dit, OK, je veux que ma formation, elle soit achetée, mais que l'achat, d'une certaine façon, soit facilité parce qu'il va être financé par un tiers. Et c'est là qu'on va rentrer dans notre fameuse démarche de certification, puisqu'aujourd'hui, on peut le tourner comme on veut en France. Si la formation est financée par un fonds public, à un moment donné, on doit montrer patte blanche. Ça veut dire qu'on doit garantir qu'on est titulaire d'une certification. Et là, en l'occurrence, on va se tourner vers Calliope. Alors, des plus anciens auront connu Datadoc, voire ISO 9001, voire ISQ OPQF. Mais aujourd'hui, on le sait, notre système de référence qualité en matière de formation, c'est Calliope. Donc, ça veut dire qu'il va vraiment falloir, dès le départ, déjà être identifié en tant qu'organisme de formation. Alors, quand je dis identifié en tant qu'organisme de formation, ça veut dire qu'il va falloir avoir un code APE en tant qu'organisme de formation. Ça veut dire qu'il va falloir se tourner vers le numéro de déclaration d'activité, le fameux NDA, et enfin, entreprendre une démarche de certification Calliope. OK, alors, on va le prendre depuis le début parce que, en fait, ce que je voudrais vraiment dans cet épisode, c'est pour des formateurs qui veulent démarrer leur activité. Donc là, tu parles vraiment de deux choses hyper importantes. Le numéro de déclaration d'activité, qui n'est plus une mince affaire, qui n'est plus une formalité, n'est-ce pas? Puisque la DREX commence à poser quelques questions, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux numéro de déclaration d'activité? Qu'est-ce que c'est? Alors,
le numéro de déclaration d'activité, comme tu l'as dit, qui n'est plus une formalité. Effectivement, il y a quelques temps en arrière, il s'agissait d'aller déposer un dossier à la direction départementale de l'emploi, de la formation, pour pouvoir avoir, donc qui était la DDTEFP à l'époque, DRET maintenant ou DTEETS, mais il s'agissait d'arriver avec effectivement voilà, je dirais la reconnaissance de notre inscription en tant qu'indépendant avec le code APE qui va bien. Donc, organisme de formation. Alors, organisme de formation pour adultes, organisme de formation, il y en a 3-4 qui se suivent, mais c'est bien organisme de formation. D'arriver avec une convention de formation qui était en respectant tous les codes, de justifier qu'on avait un client, qu'on allait pouvoir effectuer une formation, de poser tout ça dans un dossier joliment fait, et il y avait de fortes chances que ça aboutisse. On le voit, et je dirais, on peut le regretter quand on est, je dirais, des gens sérieux, des personnes de qualité, c'est que, encore une fois, malheureusement, et même si c'est à la marge, l'abus a conduit aujourd'hui l'organe de contrôle à devenir de plus en plus sévère. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans les mêmes conditions. Il faut bien déposer un dossier complété avec les justificatifs, avec la convention de formation et une formation payante. Dans le sens où avant, on arrivait même avec une convention de formation à 0 offerte, ça pouvait rentrer en ligne de compte. Aujourd'hui, on a besoin de justifier que cette formation, elle va être achetée, moyennant, on va dire, sonnant trébuchant. Donc, il faut arriver, je dirais, avec notre client dans notre bagage, poser le dossier, il va être traité, et quand on se disait qu'on avait 9 chances sur 10 d'avoir notre numéro avant, aujourd'hui, on sait qu'il y a de fortes chances qu'on va recevoir un courrier pour nous dire il manque telle information et telle information. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'avoir. Ça veut juste dire que le processus, il est un petit peu plus contrôlé, il est un petit peu plus long. Donc ça, c'est le premier step, numéro de déclaration d'activité. Yes. Donc, soyez vigilants à bien faire en sorte que votre formation soit une formation. Parce que c'est ce qui regarde beaucoup, je trouve. J'ai des clientes qui ont ce problème-là. Leur dossier est retoqué parce qu'il n'y a pas une vraie montée en compétences professionnelles. Et donc, il faut faire attention aux objectifs pédagogiques, taxonomie de Bloom, compétences, etc. Et que si ça ressemble trop à du coaching, du conseil, etc., ça ne passe plus. Donc, OK, sujet clos, mais attention, le NDA, et ça, c'est la première étape vraiment, quels que soient les types de formation ou les cibles qu'on va avoir. OK. On va revenir sur les différentes cibles parce qu'effectivement, il y a différents financements qui sont possibles en fonction des cibles, mais dans tous les cas, il te faut un NDA et il te faut Calliope. Est-ce que rapidement, pour ceux qui nous écoutent qui ne sauraient pas, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est Calliope? Alors, Calliope, effectivement, alors j'allais dire on le sait, mais ça s'appelle un a priori. Aujourd'hui, c'est l'organisme certificateur, c'est même pas l'organisme certificateur, pardon, c'est la certification qui reconnaît un organisme de formation en matière de qualité. C'est-à-dire que l'organisme qui se voit aujourd'hui accrédité de sa certification Calliope, entre les lignes, on peut lire qu'il l'a parce qu'il respecte tous les indicateurs et tous les critères qui sont posés par Calliope. Alors, aujourd'hui, c'est trouvable sur Internet. La liste, elle est complète et détaillée. Et on a aussi beaucoup d'aides à pouvoir se faire accompagner sur Calliope. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre en face de chaque ligne des éléments qui tendent à démontrer et à prouver que ce qu'on propose rentre bien dans la définition de la formation, dans l'accompagnement personnalisé de la formation. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, par exemple, Céline, tu vois une formation qui fait 21 heures à destination de formateurs qui veulent développer une nouvelle compétence, et tu vas vendre cette formation à tout le monde, 21 heures à tout le monde. Aujourd'hui, dans Calliope, tu as la nécessité de préciser comment tu vas individualiser ta formation. Donc, ça veut dire comment tu vas l'individualiser dans la durée ou comment tu vas l'individualiser dans le contenu. Et ça, ce sont des critères qui, les uns après les autres, on est amené à les détailler.
on va vous demander comment on peut avoir accès à votre catalogue. On va vous demander comment vous justifiez que vous êtes au goût de l'actualité, que vous avez modifié vos formations comment peut-être votre organisation ou votre organisme est accessible. C'est tout autant de critères qu'il va falloir cocher pour dire OK, patte blanche, tu mérites le petit macaron. Donc, entre nous, on se faisait la remarque de la médaille d'or parce qu'on est en train de clôturer le salon de l'agriculture là, cette année. Mais effectivement, c'est la façon de pouvoir dire ce que je vous propose répond à des critères de qualité qui sont validés par le législateur. Et j'ai envie de vous dire, et ça c'est vraiment perso, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas Calliope aujourd'hui qu'on ne fait pas de la qualité. Et voire même, et c'est ce que je te partageais Céline, et j'y reviens dessus parce que pour moi c'est un sujet qui me paraît intéressant, on pourrait ne pas être Calliope et faire de la surqualité. Donc, j'ai envie de vous dire, et j'ai envie de dire, Calliope, effectivement, c'est un moyen, c'est un outil, mais c'est pas ce qui va faire la preuve réelle de la qualité de la formation que vous allez dispenser. Alors là, je suis d'accord à 1000% avec toi, hein, clairement. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que Calliope, c'est presque le truc le plus facile à obtenir parce que finalement, c'est des process. Tu mets en place des process et en gros, tes process, ils doivent cocher des cases. Et c'est tout. Calliope, on s'en fait toute une montagne, mais en réalité, encore pire quand on est formateur indépendant, parce que moi j'ai eu Calliope, hein, j'ai décidé d'arrêter de l'avoir, mais je l'ai eu, donc je peux en parler aussi. Finalement, mince, je me suis perdue du coup, mais attends, qu'est-ce que je voulais dire? On était sur les process. Oui, voilà. C'est facile en fait d'avoir Calliope. Le plus dur, c'est de le garder parce que finalement, quand on a l'audit de surveillance 18 mois après, bon, il faut qu'on prouve qu'on a respecter nos propres processus. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que formateur indépendant, nos process, on les met en place entre nous et nous-mêmes. Donc, si on modifie un process, on a juste un document à modifier et c'est tout. Quand on est un organisme, un centre de formation, etc., on est beaucoup de collaborateurs. Il y a beaucoup de process qui vont être complexes à faire, mais en tant que formateur indépendant, avoir Calliope, c'est les doigts dans le nez pour moi, personnellement. Et comme tu dis, on n'est pas gage, c'est pas un gage de qualité de la formation. Évidemment, moi, je fais de la surqualité parce que mon critère de qualité, vu que je suis plus Calliope, c'est mes clients et que je veux vraiment que mes clients y réussissent. Ok, bon, je suis libérée de ça. Super, merci pour cette explication. Oui, après, ce qui peut être intéressant, c'est juste pour rassurer aussi, c'est-à-dire que bien souvent, quand on choisit ou on a envie de devenir formateur ou intervenant en formation, on a une expérience avant, on a une vie d'avant, on a peut-être été salarié dans une organisation et on a peut-être même déjà été salarié dans un organisme de formation qui était déjà Calliope, donc qui respectait un process qualité. Et j'ai envie de dire, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous appliquez. Donc, à la limite, il s'agit juste de reconstruire les étapes ou de refaire les schémas pour se les approprier pleinement et remobiliser le système. C'est vrai qu'on a cette notion de qualité, d'amélioration continue, mais possiblement, on le faisait déjà. Enfin, moi, je suis issue d'un organisme de formation d'une entreprise qui, comme je le disais, a vécu Datadoc, a vécu Calliope, voire même d'autres certifications parce que j'étais sur la santé, prévention, santé, sécurité de l'homme au travail. Donc, ça veut dire que des processus, on en a. Et en fait, le premier recul qu'on peut avoir, c'est de se dire, mais je sais faire. Donc, on se pose, on souffle un bon coup, on remet ce qu'on a l'habitude de faire, nos revues, nos améliorations, et on le pose pour nous. Et on va se rendre compte que, oui, c'est un processus. Et si on suit ABCD jusqu'à la fin, qu'on est vigilant, qu'on met des étapes d'avancement, qu'on met des étapes d'avancement, qu'on s'assure qu'on fasse nos reviews, et c'est OK. Et c'est OK, ça fonctionne. Yes. On fera des épisodes juste pour Calliope de toute façon. C'est prévu. Donc alors, ça, effectivement, ce sont les steps. Tout à fait.
On veut former un consommateur, donc du B2C, business to consumer, quelqu'un qui va donc avoir envie de se faire financer sa formation. Donc nous, en tant que formateur, on a besoin de NDA, on a besoin de Calliope. What else, Alexandra? Alors, on a besoin du NDA de Calliope, mais pour que ça puisse être financé et finançable par des fonds publics, effectivement, on a besoin d'aller un petit peu plus loin. Ça veut dire qu'on a besoin de faire réinscrire notre action de formation auprès de France Compétences. Aujourd'hui, France Compétences, en matière de répertoire d'actions de formation, de parcours de formation reconnus, alors je dirais, excusez-moi pour l'expression populaire, mais c'est le bon Dieu. C'est lui qui dit cette formation mérite ou ne mérite pas d'être financée par des fonds publics. Et je vais même me permettre d'aller sur une interprétation certes qui est personnelle, mais qui quasiment dit d'une certaine façon, cette formation est une bonne formation puisque finançable et cette formation est une mauvaise formation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on n'est pas répertorié auprès de France Compétences que ce qu'on propose en tant que formateur ne sont pas des bonnes formations. Et je m'inclus dans le lot, nous proposons des actions de formation qui répondent à un besoin de transformation, qui répondent à des développements de compétences, qui répondent à des anticipations, à des innovations métiers. On ne va pas s'autoriser aujourd'hui, comme on dit, c'est pas le sujet, à aller sur l'IA, mais c'est également des outils de domaine dont on aura besoin de se saisir. Mais l'idée, c'est ça, c'est que notre Bible de la formation, c'est France Compétences, avec, et je le caricature véritablement et volontairement à l'excès, si ce n'est pas inscrit à France Compétences, c'est pas bien. On n'est pas du tout sur ça. France Compétences, il faut entendre que leur objectif, et c'est pour ça que je dirais c'est avec facilité que ça peut le mêler à l'employabilité et au développement de compétences, leur objectif, c'est de se dire, nous, on reconnaît des actions de formation, des parcours de formation qui vont permettre à des personnes de devenir employables sur le marché du travail, soit avec le développement d'un parcours global, soit avec le développement de petites compétences. Donc, on va retrouver au sein de France Compétences notre fameux RNCP et notre fameux RS, où RNCP, on va dire qu'on est sur des formations métiers. Je suis formée, je prends un exemple tout bête, hein, je me forme coach certifié RNCP de niveau 6 ou de niveau 7. Et à côté de ça, je peux avoir une qualification complémentaire via le RS, le répertoire spécifique, qui va me permettre de dire que dans mon métier de coach, je suis spécialisée pour le coaching de dirigeants. C'est pour pouvoir faciliter la bonne compréhension entre le répertoire national des certifications et le répertoire spécifique. C'est clair, Céline, ce que je dis? Yes, c'est clair. Je vais juste ajouter un petit truc. Oui. Donc, France Compétences délivre des certifications et donc, en fait, déposer sa formation sur France Compétences, ça veut dire rendre sa formation certifiable, Oui. soit au répertoire spécifique, comme tu as expliqué, soit au RNCP. Donc, et ça, c'est la première étape avant de rendre nos formations éligibles à des financements. C'est ça, tout à fait. On a besoin du NDA, on a besoin de Calliope et on a besoin de rendre nos formations. Alors, ça, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que, comme tu dis, moi, c'est ce qui m'a tuée au niveau de Calliope, hein, parce que j'ai passé Calliope. Et après, j'ai mis ma formation au répertoire spécifique. Donc, comment j'ai fait? Moi, j'ai pris un certificateur externe qui avait une certification et qui acceptait, en fait, c'est comme des licences. Moi, j'ai acheté 2 licences pour 2 de mes formations pour être au répertoire spécifique. C'est ça. Que j'avais payé 1 500 € chacune, plus après des frais par apprenant. Et ça me permettait d'avoir la formation éligible à France Compétences.
Et mon problème à moi, c'est qu'effectivement, France Compétences a décidé d'arrêter de rendre ces formations certifiantes. Donc, ils ont dit, maintenant, c'est fini, on ne renouvelle pas la certification. Et du coup, je l'ai eu dans le baba. OK. Donc, c'est là que ça s'est Ça veut arrêté pour dire moi. aussi, mais c'est intéressant, enfin, là, c'est bien de le préciser aussi, ça veut dire effectivement que quand on rentre dans cette démarche, on va nécessairement prendre en compte le besoin de financement que ce soit de Calliope ou que ce soit après pour aller vers le RNCP, enfin vers France Compétences. Ça veut dire que alors, on peut préparer Calliope tout seul, mais on peut également se tourner vers des organismes qui vont vous accompagner à préparer votre certification Calliope. C'est une enveloppe. Je dirais, il y a du pour, il y a du contre, c'est un budget. Je sais que quand on démarre, on n'a pas forcément le budget, mais je dirais, ça se benchmark. On peut tout à fait poser le truc, aller discuter avec un organisme de certification, voir ce qu'ils peuvent apporter. Voilà, mais ça veut dire qu'on démarre avec la case frais. Alors, ça peut nous permettre, après, ça peut être aussi par rapport à notre stratégie, ça peut nous permettre peut-être d'aller plus vite. Si on a choisi d'investir un certain marché ou d'investir ça peut nous permettre de se dire, oui, entre le temps que moi je le fasse ou si quelqu'un le fait pour moi, ça peut aller plus vite. On est Moi, je d'accord me que suis c'est une fait question accompagner financière. pour Calliope. Voilà. Je regrette pas du tout. Edwige, si tu nous écoutes, j'ai adoré être suivie pour mon accompagnement Calliope. Et après, du coup, on va avancer un petit peu. Vas-y, Sinon, oui, tout à fait. 2 heures. C'est pas comme si nous étions bavardes. Ah, c'est vrai que toutes les deux, on est quand même pas mal au niveau du papotage. Donc, France Compétences, on a besoin d'une formation titre RNCP ou répertoire spécifique. On va pas vraiment rentrer dans le détail quand même pour obtenir tout ça, parce que par contre, c'est long. Ça peut être une démarche relativement longue. Et une fois qu'on a ça, enfin, arrive EDOF. Voilà, allez, tout à fait. CPF. Donc, voilà, c'est ça. Et c'est, je dirais, le sésame, c'est-à-dire qu'effectivement, alors le sésame, oui, effectivement, ça rend nos formations éligibles, finançables par des fonds publics. Ça veut dire aussi qu'il va falloir être complètement en connaissance de l'administration, des formalisations qu'il va falloir régulièrement compléter, mettre en place, parce que ça va conditionner le financement, je veux dire le paiement, c'est même pas le financement, ça va conditionner le paiement des actions de formation. Je te vois sourire et je sais que tu le connais pleinement. Donc voilà, mais on va partir du principe que tout ça c'est OK. Et à partir de là, on peut se dire, en fait, si mon public, c'est un public de particuliers et que je leur dis, voilà, je suis Calliope, je suis référencée sur France Compétences, ça veut dire que ce public-là, demain, il peut mobiliser et faire financer sa formation via son CPF. Et là, ça veut dire que pour lui, la formation, alors, je dirais dans l'esprit commun, va devenir gratuite. Tu le sais, c'est une expression que moi, j'aime pas. Pourquoi? Parce que gratuit, ça n'existe pas. Je dirais, ça n'existe pas. Il y a bien quelqu'un qui paye derrière. Donc là, on est sur un fonds public. Alors oui, c'est le CPF, il nous appartient, on est d'accord, mais c'est pas nous qui avons mis nos sous de notre poche sur le CPF, c'est quelqu'un d'autre qui y a porté sa contribution. Donc effectivement, ça veut dire que demain, notre formation, nous, en tant que formateurs, elle peut être financée par un tiers via le CPF et la demande, effectivement, va pouvoir se faire directement via mon compte formation, je dirais le site que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors, peut se faire directement via mon compte formation. C'est petit pourcentage, je pense pouvoir dire, et tu pourras le confirmer ou pas. Mais ça veut dire surtout que nous, demain, en tant que formateurs, pour faire financer la formation, il nous reste quand même un sujet hyper important, c'est qu'il faut aller la vendre, il faut aller la commercialiser. Ah là, tu me plais quand tu dis ça. Voilà, il faut pouvoir aller faire savoir aux individus, aux particuliers, qu'on a une offre de formation à leur proposer. Il faut la faire connaître. Et ça, je dirais, ça, du coup, c'est plutôt ton... c'est mon job. Voilà, c'est ton job.
c'est mon job, mais c'est pas le sujet de l'épisode. Il y a Tout à plein fait. d'épisodes qui Tout vont à parler fait. de ça et qui parlent déjà Ouais. de ces sujets-là. Mais clairement, c'est pas parce qu'on a nos formations qui sont financées, finançables, etc., que la vente n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien dire ça. Avant d'être formateur indépendant, on est entrepreneur. Et alors, ça, c'est vraiment mon dada parce que moi, je suis entrepreneuse dans l'âme et je suis devenue formatrice parce que j'adore ça. Mais d'abord, je suis entrepreneuse et moi, j'aime développer mon business. C'est mon premier truc, c'est ça, vraiment. Non, mais c'est clair, Et, c'est clair. et ce côté-là, il y a beaucoup de formateurs qui vont l'oublier. Et le truc, c'est que si vous voulez développer votre activité avec vos propres formations, même si c'est finançable, même si vous passez des mois à rendre vos formations finançables, etc., il faut faire la commercialisation. Ça, c'est obligatoire. Mais on ne va pas en parler. Merci de le Voilà, préciser quand même. mais j'allais dire, c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est que effectivement, l'avantage qu'on va pouvoir retrouver à une formation qui rentre dans ces critères, on va dire, d'éligibilité, de financement, ben, je ne vais pas dire que c'est plus facile à vendre, c'est plus facile à valider le bon de commande. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un, suis la formation, tu vas développer des nouvelles compétences et tu vas pouvoir le faire sans sortir un euro de ta poche. Alors, du coup, sans presque Oui, sortir bon, un il y euro a un de ta reste à poche parce charge. qu'il y a le petit reste à charge. Mais comme on a dit, c'est pas le sujet. Mais c'est quand même plus facile ou facilitant, peut-être pas plus facile, mais facilitant, de pouvoir vulgairement faire signer en bas à droite en disant voilà, je dis n'importe quoi, sur 850 euros, il te restera à financer 50 euros. 800 étant pris en charge. On est d'accord que c'est pas le même argument que si tu dis à la personne pour développer tes nouvelles compétences, eh ben, tu vas me faire 3 versements pour arriver à payer 850 euros. Donc, c'est facilitant. C'est facilitant. Bon, on ne parle pas de l'implication de l'apprenant quand il a fait financer une formation, quand il a payé de sa poche. Bon, là, C'est vraiment, ça. on ne va pas en parler, hein, Alex. Non, 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 non. Tu me cherches. On ne va pas tout mélanger. Là, Non, on est d'accord. Ça, c'est effectivement engagement sur si c'est financé par moi ou si c'est pas financé par moi. On sait que c'est aussi une véritable question. c'est clair, parce que Mais quand ça fait mal aux fesses de sortir l'argent, enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais moi, mes clients, ils payent pour se former et ils ont mal aux fesses quand ils achètent mon mais ils programme. sont engagés. Je le Ils sont sais. engagés. Voilà, c'est ça. Je vais prendre un exemple qui peut faire sourire. Imaginons, tu m'invites au restaurant. Le restaurant, il est moyen bof ou même très bien, mais bon, tu m'as invité, pas payé. J'ai bien mangé, j'ai mal mangé. Je vais au restaurant, je vais payer de ma poche. Je peux garantir que je vais choisir le bon restaurant. Parce que tout ce qui est payé est mangé. Donc, voilà, c'est très imagé, mais on sait que ça concourt à l'engagement. Mais c'est Ok. un autre sujet, effectivement. Alors, Donc, ouais, on va vas-y. continuer d'avancer. Oui. Je vais te presser un petit peu, je m'en rends compte, mais c'est Tu pas, pilotes. tu m'en Non, mais voudras tu pas. pilotes. Non, non, pas Du du tout. coup, euh, le CPF, donc le site, mon compte formation, ça Oui, c'est pour le particulier qui va utiliser. Et nous, oui. en tant que formateur, on doit remplir des conditions et la plateforme, elle s'appelle EDOF. Tout à fait, OK? tout à fait. Mais ça, je pense que comme tu l'as dit, on rentre dans l'administration et on rentre dans la Ouais. technique. Donc, Voilà, peut-être c'est pas, ça. voilà, on va Je pas voulais s'expliquer juste comment. Tout le à fait. préciser Tout à fait, tu as bien parce fait. que voilà, pour ceux Mm. qui nous écoutent, qui sachent que c'est EDOF, EDOF, et que s'ils ont besoin, ils vont sur Internet, ils C'est ça. trouveront toutes les infos. Et pour revenir au financement par les consommateurs, est-ce qu'il existe d'autres dispositifs que le CPF pour faire financer nos formations quand on est un consommateur? Alors, quand on est un consommateur particulier, vraiment comme on dit, je suis moi un individu, j'ai décidé de, véritablement, hormis les fonds propres, ce sont que les deux solutions qu'on a. Ok, super. Après, et ça, ça, c'est valable si effectivement on est salarié. Ou, Ah, alors, c'est-à-dire salarié, individuel ou demandeur d'emploi, parce que demandeur d'emploi, on peut aussi se tourner demain vers France Travail. Je vais prendre un exemple tout bête. Je suis demandeur d'emploi. J'ai vu que la formation de Céline,
on part du principe qu'elle y est, Calliope, nanana, elle me plaît, ça va me permettre de répondre à une offre d'emploi où je vais pouvoir me tourner vers France Travail en leur exposant que j'ai identifié une formation qui m'intéresse, qui est Calliope, puisque France Travail, organisme public, donc bien évidemment fonds publics, et ils vont pouvoir regarder si c'est faisable ou pas. Soit ils vont accompagner parce que ça rentre dans certains critères et c'est eux, sur les fonds de France Travail, qui vont, on va dire, l'aide individuelle de la formation, qui vont le financer, ou ils vont vous dire, OK, on vous accompagne, vous allez mobiliser de votre CPF et nous, on va pouvoir venir compléter si, par exemple, la formation est plus chère. Mais on est toujours sur la mobilisation de fonds publics. OK. Et donc là, quand on est formateur et qu'on veut faire financer nos formations, ça veut dire qu'on s'adresse à un autre type de cible. Donc, on va fermer la porte des consommateurs et on va aller du côté, peut-être si ça te va, du côté des entrepreneurs. Oui, comment un entrepreneur, il fait? Alors, ça veut dire que, imaginons, donc toujours pareil, je suis formateur, je vends ma formation et je la vends à destination des entreprises. Là, on va avoir les deux situations, on va dire, qu'on connaît aussi, c'est-à-dire que l'entreprise est hyper intéressée et elle ne se pose même pas la question de savoir si elle-même, elle va se le faire financer par un autre tiers, qui pourrait être son OPCO. Elle va vous dire, il n'y a pas de souci, j'achète, voici une transaction, pas de problème. Et du coup, elle va le payer sur ses fonds propres. Et ça, de plus en plus, ça existe dans le sens où la formation professionnelle continue s'est transformée, les accompagnements par les OPCO se sont transformés aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a cette possibilité de faire financer directement par les fonds de l'entreprise. Et ça, je dirais, voilà, on va leur dire, moi, demain, je vais apprendre ou je vais permettre à vos salariés de développer leur communication, de développer. Ils vont vous dire, OK, c'est 2 jours, c'est 3 jours, on achète, pas de souci. Ou ils vont vous dire, écoutez, moi, ça rentre dans ce qu'on appelle mon plan de développement des compétences finançables par mon OPCO, donc par mon opérateur de compétences, qui est l'organisme auquel je cotise annuellement sur les fonds de formation. Et si donc c'est pour leurs salariés, ils vont pouvoir, et là on revient dans la boucle de vous avez une démarche qualité, c'est très bien, l'OPCO va accepter de mettre des fonds publics pour financer la formation et donc la financer à l'employeur qui, lui, pareil, pourra vous l'acheter plus facilement. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas de son propre chéquier, mais bien des fonds publics de son opérateur de compétences. Donc ça, c'est pour les entreprises, si on questionne directement les entreprises. Et j'allais dire après, il y a pour nous, mais ça c'est encore un autre, pour nous, formateurs, dirigeants en nom propre, si on veut développer nos compétences, on peut aller chercher d'autres fonds. Mais je te laisse peut-être réaiguiller par rapport à est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce qu'il te paraît des choses un petit peu flottantes? Tu as bien répondu à la question. J'aimerais bien qu'on explique le principe des OPCO. Donc, il y a plusieurs OPCO en fonction de la branche professionnelle. Donc, pareil, quand on est formateur, on va aller voir à qui s'adresse la formation. Si c'est à un dirigeant, on va aller voir aussi à quelle branche professionnelle il appartient. Parce que, alors je crois qu'il y en a 13 ou 14, j'en sais trop rien, mais c'est un truc comme ça. On a 11 OPCO pour toutes les branches professionnelles existantes. Voilà. Et du coup, en fonction de l'OPCO auquel on appartient, donc ça dépend de notre code APE, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et en fait, il y a le financement des OPCO est différent en fonction de la branche, etc. Donc ça, les prises en charge, il faut faire attention. Tout à fait. Les prises en charge, effectivement, on a des opérateurs de compétences qui vont effectivement financer complètement l'action de formation. On a des opérateurs qui vont dire, pour une action de formation de telle catégorie, on va être peut-être aller en développement de compétences numériques, on va financer des formations jusqu'à 35 € de l'heure. Donc, imaginons que la formation elle fasse 14 heures, je dis n'importe quoi, donc 14 heures de jour, et on va être à 500 €.
admettons, c'est un inter, on est à 500 €, et l'OPCO va dire, ben, nous, 500 €, non, parce qu'on est à 20 € ou 30 €, 30 € de l'heure, et ce qui nous ferait 420 € sur les 520, sur les 500. Donc, ça resterait avec un reste à charge, pareil, pour l'organisation. Ça veut dire aussi que, imaginons-nous demain, individus, formateurs, on a besoin de développer nos compétences pour être encore meilleur formateur ou meilleur pédagogue, meilleur animateur, ou de développer une nouvelle compétence. Et là, on va plutôt s'adresser à notre fonds d'assurance formation, notre FAF à nous, qui va nous permettre de nous aider à financer la formation que nous, on a envie de se payer pour développer sa compétence. Yes. Et ça veut dire que toujours en fonction de notre activité, on va avoir donc l'AGFIS qui est assez présent plutôt. Alors l'AGFIS, on va être plutôt sur les formations, les activités, les professions libérales. On va être sur pour les entreprises artisanales sur le FAFCA, sur les exploitations agricoles, parce que bon, on est d'accord, on sait où on est, il y a Vivea, donc voilà. Mais ça serait si nous, on veut se tourner demain pour développer notre propre compétence, acheter une formation, pourquoi pas celle de Céline, qui serait finançable, et voilà. Non. Et non, mais mais voilà, on se tournerait vers notre fonds d'assurance formation. Après, il y a d'autres outils pour faire financer de la formation, mais qui est plutôt pour le particulier qui aurait envie de développer sa compétence et qui se questionnerait sur comment il va revoir son évolution professionnelle et sa transition professionnelle. Mais ça veut dire que pour nous, ça changerait rien. En tant que formateur, ça changerait rien. Comme ce serait quand même des outils qui vont faire appel à des fonds publics, on revient toujours à notre fameux Calliope et tout le reste. Et ce serait, voilà, alors, c'est les dispositifs comme le transition professionnelle, ou même après d'autres dispositifs avec de la démission reconversion. Mais là, on aborde l'évolution professionnelle. Ok, ouais, du côté vraiment du salarié. Voilà, tout à fait, qui se questionne. Après, j'aurais envie de vous dire, je réfléchissais, non, parce qu'après ça va induire, mais voilà, là vraiment, aujourd'hui, si on devait se dire, je vends de la formation, et pour me permettre de la vendre plus facilement, je vais faire en sorte qu'elle soit finançable par un tiers. Et donc, pour être finançable par un tiers, il me faut une certification qualité, donc Calliope. Ça veut dire aussi que, en fonction, pour être présent sur les marchés, on va dire, de la formation qui m'intéresse, ça veut dire qu'il va falloir que je surveille les consultations, les marchés publics, les appels d'offres. Par exemple, on prend France Travail. France Travail achète beaucoup de formations. Ils achètent également de l'accompagnement. Et il faut que ce soit quand même soumis à cette certification. Donc, ça veut dire qu'on peut surveiller tous les appels à projets ou tous les marchés publics qui peuvent sortir sur ces sujets-là. Mais ça veut dire qu'il faut quand même continuer à commercialiser. Oui, bah ça tout le temps. Et du coup, je voulais arriver à ce sujet-là. Oui. Si on veut former des demandeurs d'emploi, donc via France Travail, comment on fait en fait? Moi, en fait, ça, je sais pas du tout. Pour le coup, le reste, ça va, je maîtrise un tout petit peu. Mais quand on est demandeur d'emploi et qu'on est formateur et qu'on veut former des demandeurs d'emploi, comment on fait? Et donc là, tu es en train de parler des appels d'offres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, les appels d'offres, notamment pour France Travail, on va les retrouver sur leur site ou les retrouver sur tous les sites de marché public. Ils s'en passent régulièrement, mais j'aurais tendance à dire aussi, et ça fait partie de quelque chose, alors qu'on met peu en place, alors qu'on met peu,
que certains mettent peu en place et parfois dans les certains, je peux m'inclure aussi, c'est développer notre réseau, se faire connaître, c'est-à-dire aller voir France Travail, notre France Travail local, parce qu'il y a effectivement les achats nationaux, mais il peut également avoir des achats locaux, tout simplement. Pourquoi? Parce que le marché de l'emploi, par exemple, sur le territoire Occitanie et même sur le territoire Occitanie, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Lot ou dans le Gers, vraisemblablement ne sera pas le même que dans l'Hérault, où éventuellement on n'aura pas les mêmes objectifs d'insertion professionnelle. Et il se peut que France Travail local va acheter un certain volume d'actions de formation ou d'accompagnement qui ne seront pas achetés dans l'Hérault ou à Montpellier. Donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de vérité par rapport à ça. Il faut vraiment être, du coup, il faut vraiment être en veille. Ok, d'accord. Moi, je crois, enfin, quand tu parlais, moi, dans mon esprit, je me disais ça. Je me disais, bah, si je veux donner des formations pour France Travail, je vais voir France Travail, je prends un rendez-vous avec eux et je vais leur proposer mes formations. Alors, donc, ça fait partie, voilà, ça fait partie de choses que, voilà, que il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître, il faut présenter, il faut proposer. Ils ont peut-être leurs habitudes de travail, mais bon, quand il y a un nouvel acteur sur le marché, bah, c'est aussi intéressant de le faire découvrir. Et puis, eux vont être en capacité de vous dire, bah oui, ça tombe bien, nous, sur le local, on a un appel à projet, vous pouvez vous positionner, ou ils vont peut-être vous renvoyer vers le national, mais c'est en allant discuter avec eux directement, donc ça veut dire du France Travail, ça veut dire éventuellement en fonction du public, ça peut être des missions locales, ça peut être des partenaires comme le département aussi, puisque le département, la région, eux-mêmes achètent aussi des prestations de formation, puisqu'ils accompagnent certains publics. Je dirais, si on fait le relais, là, notamment avec les transformations et les changements qu'on a eus en début d'année avec les publics titulaires du RSA, ça veut dire qu'on a d'autres actions. Pour ça, allons voir les acteurs, présentons-nous, parlons de nos offres, parlons de ce qu'on peut apporter et eux seront effectivement capables de pouvoir donner le processus pour rentrer chez eux. Parce que parfois, c'est des questions de valeur de marché. Et on n'achète pas un marché à 2 000 € peut-être comme on achète un marché à 60 000 €. Oui, carrément. Ça peut être un besoin ponctuel et on ne va pas le traiter de la même façon. Donc du coup, là, ça ouvre la porte à je me positionne en tant que formateur, je veux vendre, je veux faire connaître mes actions de formation, j'identifie mon public potentiellement premier acheteur, et je vais lui dire que j'ai quelque chose pour lui. Ah ouais, ça c'est vraiment un public que moi j'oublie parce que bah, c'est pas du tout mon public là, Oui. mais c'est vrai que donc là c'est la troisième cible dont tu parlais, les institutionnels, les services publics, les services de l'État, c'est la même chose, où en fait il y a des appels d'offres où là ça peut être intéressant de se mettre à plusieurs formateurs aussi. Tout à fait, on peut faire des groupements en effet. Ouais. Et il y a des appels d'offres ou comment dire, important avec de la mise en concurrence, etc. Et puis après, ce que tu dis, c'est qu'il y a des opportunités sur des besoins particuliers où on peut acheter une formation à 2 000 €. Après, je ne connais pas du tout les conditions des appels d'offres, mais s'il le faut, voilà, des formations à 2 000 €, il n'y a pas besoin de faire un appel d'offres et où on peut passer. Donc, quand on s'adresse à ce type de clients-là, il ne faut vraiment pas hésiter à aller taper aux portes, prospecter, vendre, etc. Donc, en fait, on en revient toujours à la même conclusion. Même si on fait financer nos formations, il faut les vendre. Elles vont pas. On aura un espace de lecture facilité parce qu'on va pouvoir nous retrouver sur des plateformes, mais elles ne vont pas se vendre toutes seules. Comment on fait la différence entre 3 formations inscrites sur mon compte formation dans le département qui ont potentiellement la même durée, si à un moment on ne nous donne pas envie de la découvrir un petit peu plus, si à un moment donné, par exemple, à 3 programmes identiques, comment on fait pour choisir entre Paul, Christiane et Virginie? Moi, je sais comment on fait.
Ça, c'est ma spécialité. Et alors, tu vois, Alexandra, j'adore qu'on conclue là-dessus parce que dans tous les cas, il faut qu'on devienne la personne qu'on veut absolument pour se former ou pour former ses équipes ou pour former ses bénéficiaires. Alors, je t'ai pas briefé au début de ce podcast avant d'enregistrer pour te dire il faut absolument qu'on finisse là-dessus parce que moi, j'ai besoin de vendre ma tambouille. On est d'accord? Ah non, non, Tu n'es pas sous la menace. non, non, garantie, pas sous la menace. Et je dirais que par défaut, j'avais même pas, voilà, ma trame sur. L'idée, c'était de pouvoir, voilà, partager, exposer, et c'est. Et malheureusement, alors pour avoir aussi discuté avec d'autres personnes qui font justement de l'accompagnement au développement de futurs formateurs, c'est que on oublie, et quand je dis on oublie, encore une fois, moi aussi, je fais de l'accompagnement, on oublie que si on ne fait pas parler de nous, si on ne dit pas qui on est, si on ne dit pas ce qu'on fait, on ne va pas nous trouver au coin de la rue. Alors j'aimerais, franchement, je rêve de ce moment-là où mon téléphone ou mon mail se mettent et en disant je n'attendais que vous, Alexandra, ou je n'attendais que toi. Voilà, ce serait un moment génial. Mais pas encore aujourd'hui. Et ouais, c'est ça. Et c'est encore plus vrai au fil des mois qui passent. Parce que ce qu'on n'a pas forcément dit aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus dur quand même de faire financer nos formations. Bien sûr. Tu as démarré avec ça sur les abus qui a pu avoir lieu suite à toutes les arnaques au CPF, etc. Ce qui fait que l'État a fermé les vannes. Il y a eu énormément de fonds de formation qui ont été mobilisés aussi pendant la période du Covid. Donc là, pareil, les vannes étaient totalement ouvertes et c'était la panacée pour les formateurs. Et finalement, aujourd'hui, tout ça, c'est en train de devenir de plus en plus laborieux, difficile pour les formateurs. Ça évolue bizarrement, quoi. On va pas taper sur. Non, mais tu vois, tu l'abordes, voilà, tu l'abordes effectivement avec la période qu'on a tous connue, où il a semblé à tout le monde de découvrir le FNE formation. Donc, dans la croyance populaire, le FNE formation est né en 2020. Pas du tout. Le FNE formation existe depuis 2011 et le FNE formation continue à exister parce qu'il accompagne les évolutions des entreprises avec, on va dire, les contraintes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les évolutions sur le numérique, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est en transformation numérique peut continuer à se faire accompagner au-delà de son plan de développement des compétences via le FNE formation, et les entreprises qui sont aussi en transformation environnement. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des outils qui existent. On sait que le point central, ça reste la qualité, mais il y a encore des outils et des fonds qui existent. Donc, j'ai envie de dire, un formateur, un intervenant dont l'activité principale, c'est la transformation numérique ou l'environnement, le développement durable, une posture RSE, il y a encore des fonds mobilisables. Alors, on est d'accord par rapport à l'échelle, mais il y a encore ces accompagnements qui existent. Donc oui, il y a des transformations. On peut le prendre avec une expression populaire. Il y a des robinets qui se ferment. On est d'accord. Faute à l'abus, on le sait. Mais je dirais, on sait aussi ce que nous, on fait aujourd'hui. On fait de la qualité. On prône la qualité, voire même, c'est ce qu'on disait, et j'insiste là-dessus, la surqualité parfois. Faisons-le savoir. Yes. Écoute, on va laisser le mot de la fin comme ça. Faisons-le savoir, oui. Alors, Alexandra, dis-moi tout. Comment on fait pour travailler avec toi? Alors, très facilement. On peut m'identifier, me retrouver sur LinkedIn, donc Alexandra Marty. On peut me retrouver également toujours sur LinkedIn avec le cabinet Strad. Je suis aussi sur Instagram, mais je suis pas trop présente. Sinon, contact @strad.fr. Et puis, je peux aussi laisser librement mon numéro de téléphone puisqu'on le retrouve partout. Je veux dire, sur LinkedIn, vous l'avez dans mes coordonnées. Peut-être que tu le mettras en notation pour pas voilà, comme tu veux. Oui, je mettrai Et tout après, voilà. tout.
Et après, comme on l'a exposé, j'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne les dirigeants et dans mon rôle et ma mission, pour moi, un conseil pour démarrer, c'est gratuit. Donc, vous avez besoin d'un conseil, vous vous posez une première question, posez-la moi. Et je dirais, allez-y, on se prend un temps de partage. N'hésitez pas à venir me solliciter. On a encore cette chance aujourd'hui, c'est de décider de ce qu'on va facturer, de ce qu'on va offrir. Et moi, le premier conseil, je l'offre. Donc, n'hésitez pas à me poser la question et éventuellement à faire le relais avec Céline. Yes, écoute Alexandra, moi j'adore ta générosité. C'est vrai que la première fois que je t'ai vue, en vrai, c'était au Nénette et j'étais trouvée hyper généreuse dans ton approche et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment plu chez toi. Donc, tu vois, tu montres encore ta générosité. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment pour cet épisode parce que je pense effectivement que c'est nécessaire que les formateurs sachent qu'il existe tout ça, Oui. que tout ça c'est possible, disponible, que parfois ça peut être un long parcours, mais que ça peut valoir le coup de réfléchir à tout ça. Et effectivement, je suis pas débile. Moi, je prêche pour ma paroisse, mais il y a des choses qui existent et il ne faut pas les oublier, surtout sur certains métiers où voilà, Calliope va être incontournable malgré tout. Non, mais c'est clair, merci, tu vois, c'est ce qu'on, je t'en prie, c'est ce qu'on se disait. Moi, je vois aujourd'hui, j'ai fait le choix aussi de déployer, de développer des ateliers courts. Donc là, on est sur des ateliers en temps présentiel, donc à proximité de chez nous, avec un état d'esprit, on va dire sur des sujets de management, de gestion du stress, de gestion du temps, des petits sujets comme ça. Et on est d'accord, ce sont des ateliers où aujourd'hui, chacun d'entre nous, chaque participant va choisir de se le financer personnellement. Donc c'est pour ça que quand tu disais l'intelligence que nous on a retrouvée dès le départ, c'est que oui, il y a des outils facilitateurs de business, on est d'accord, facilitateurs, mais investir sur soi, s'engager sur développer de nouvelles compétences, vulgairement mettre la main à la poche parce qu'on croit en nous, mais go, quoi. Oui, on y va. Allez, je vais arrêter tout de suite l'enregistrement parce qu'alors là, c'est la fin apothéose. Alors, merci beaucoup, Alexandra. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci infiniment pour votre fidélité. J'ai noté qu'on approchait les 1000 écoutes de ce podcast au moment où je l'enregistre et je suis tellement pleine de gratitude. J'espère vraiment que ces épisodes vous plairont. Voilà, je kiffe. Si vous voulez lancer un podcast, allez-y parce que c'est passionnant. À bientôt. Merci, à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!